Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, une donation de plus de 20 millions d'euros à la ville de Tours. Léon Klingman, un ancien industriel du textile, lègue une partie de ses œuvres d'art. Il financera également l'extension du musée des Beaux-Arts destiné à accueillir la collection. Une semaine cruciale pour le Tours FC, plusieurs rendez-vous importants cette semaine, le passage devant la DNCG, mais aussi l'entretien préalable au licenciement de Marco Simonet, alors même que le club reprend l'entraînement. Et puis enfin la Gay Pride de Tours, marqué samedi par le bisou sur la bouche de deux élus hommes tourangeaux, Christophe Boucher et Jean-Patrick Gilles. 1500 à 2200 personnes ont défilé après un hommage aux 49 victimes d'Orlando. C'est donc une donation exceptionnelle que s'apprête à recevoir la ville de Tours. Des œuvres d'art de la collection d'un ancien industriel du textile, Léon Klingman, l'époux de l'artiste Martine Martin. La donation s'élève à 20 millions d'euros. Une extension du musée des Beaux-Arts est en projet pour accueillir ces œuvres. Extension qui sera également financée par l'industriel. Amanda Breuer-Rivera. Toulouse-Lautrec, Caillebotte, Derain ou Juan Gris. Ces grandes signatures pourront peut-être entrer au musée des Beaux-Arts de Tours. Cela fait 6 mois que des conservateurs de grands musées nationaux analysent la collection que Léon Klingman souhaite donner exclusivement au musée municipal Turon. Parmi les 1200 œuvres, beaucoup de peintures de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais aussi des œuvres anciennes japonaises, égyptiennes ou sud-américaines. Une collection rarement montrée au public. Le travail des experts devrait aboutir fin juillet sur la liste des œuvres qui peuvent entrer dans les collections des musées de France, selon des critères bien précis. Ce que fait pour l'instant le service des musées de France, c'est qu'il s'intéresse à cette collection pour voir si l'ensemble de la collection est de qualité, on va dire, musée. Et par ailleurs, le service des musées de France également regarde par rapport à ses propres collections. Puisque, par exemple, si Beaubourg ou si le Musée national d'art moderne de la ville de Paris a déjà plein d'œuvres de je ne sais quel artiste, vous voyez, dans ses collections, c'est peut-être pas intéressant d'avoir un tableau en plus de cet artiste. Donc c'est ça qu'ils sont en train de regarder de près. Léon Klingman, amoureux de la Touraine, a décidé de léguer une partie de sa collection au musée de Tours pour qu'elle reste inaliénable et qu'elle soit ouverte au public. Cependant, en l'état actuel, le musée ne peut pas accueillir ses œuvres par manque de place. C'est pourquoi le donateur a voulu aussi financer la construction d'une aile supplémentaire au palais épiscopal. Ce nouvel espace de 1100 mètres carrés aura un étage vitré reposant sur ses terrasses, actuellement délabrées et fermées au public. Coût de l'opération, 5 millions d'euros, entièrement financé par Léon Klingman. Qui va jusqu'au bout de sa donation, puisque c'est lui qui a proposé de construire ce bâtiment, qui va en accompagner la réalisation en la finançant et en nous proposant son architecte habituel pour travailler en lien direct avec les services de la ville, l'architecte de la ville, les services de l'urbanisme et la collaboration étroite de l'architecte des bâtiments de France, qui est d'ailleurs, je pense, plutôt, je n'oserais me prononcer pour lui, mais plutôt enthousiasmé par ce projet. La ville veut aller vite. Son bienfaiteur veut voir ses donations exposées au public de son vivant. Il a actuellement 96 ans. Le sujet de l'extension du musée des Beaux-Arts est justement en discussion ce soir au conseil municipal de Tours. Et pour aller plus loin, qui est Léon Klingman, cet industriel du textile à la retraite? C'est un homme discret mais qui était à la tête d'un empire, un homme de la région d'Issoudun. Son portrait est signé Sabrina Melout. Léon Klingman est un magnat du textile, féru d'art, marié d'ailleurs à l'artiste Martine Martin. Profondément attaché à la Touraine, il possède 2 propriétés à Saint-Avertin. Ce bâtiment, boulevard Jean Royer, fut autrefois la manufacture tourangelle de confection, une usine de son groupe Indreco qu'il a hérité de son père, juif russe qui a fui l'ancienne URSS dans les années 20 pour s'installer à Issoudun. Léon Klingman s'est attaché à faire de l'entreprise familiale un véritable empire. Dans les années 70, il est administrateur puis vice-président des Nouvelles Galeries. Il reprend ensuite les rênes de l'entreprise de son beau-père, de Vandelay, qui commercialise la marque Lacoste. Dans les années 80, il entre successivement au conseil de surveillance de Christian Dior et d'Yves Saint-Laurent. À 77 ans, il lève enfin le pied et se consacre à ses passions, l'opéra et l'art. Tout au long de sa vie, il aura étoffé son importante collection d'œuvres d'art. Il décide alors de multiplier les donations pour constater de son vivant la transmission. À la commune d'Issoudun, il offre plusieurs terrains. À Tours, il cède quelques œuvres d'art. La Touraine, il y est profondément attaché. Cela fait des années qu'il se rend dans ses propriétés à Saint-Avertin. C'est donc tout naturellement qu'à 96 ans, l'homme féru d'art décide de faire une importante donation au musée des Beaux-Arts de Tours.
Dans le reste de l'actualité, une semaine décisive pour le Tours FC qui reprend mercredi l'entraînement. Et cette question désormais habituelle à cette époque, le Tours FC peut-il être rétrogradé ? Cette semaine, les dirigeants du club passent devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Semaine qui sera également marquée par un autre rendez-vous important. Le point avec Romain Delville. Sur les tablettes du Tours Football Club, mercredi 22 juin est une date importante sur et en dehors du terrain. Après un report en début de mois, les dirigeants du club, Jean-Marc Ettori en tête, ont rendez-vous à la DNCG, le gendarme financier du foot français. L'occasion pour eux de présenter les comptes du club, c'est-à-dire l'exercice comptable qui se clôture et le budget prévisionnel de la saison prochaine. Avec les départs d'Aguazi, de Bourse, la vente de Kawi et celle probable de Santa Maria, le club espère éviter la rétrogradation financière. D'autant qu'une rétrogradation à titre conservatoire avait été prononcée en novembre par la DNCG. Sur le terrain, mercredi, c'est aussi la reprise de l'entraînement de l'équipe première. Sans les joueurs susnommés, mais en toute logique et de manière ubuesque sous les ordres de Marco Simone, entraîneur officiel jusqu'à samedi 25 juin, jour de l'entretien préalable à un licenciement. Le technicien italien est menacé de fautes graves à l'encontre du club, tout comme le préparateur physique, Patrick Leguin, qui a été victime d'un malaise cardiaque la semaine dernière. Marco Simone devrait bien être là pour savoir quelle est la faute grave déjà qu'il a pu commettre, qui justifierait ce licenciement. Et à mon avis, ça reste le début d'une longue procédure qui va s'ouvrir, parce que je ne vois pas comment Marco Simone et Patrick Leguin pourraient accepter ce licenciement pour faute grave sans lancer de procédure devant les prud'hommes. Cette semaine cruciale pour le TFC en appelle donc d'autres, et comme souvent avec le club phare du football tourangeau, sur et en dehors des terrains. Et on va continuer à parler foot avec vous, Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. C'est la page sport du lundi. On parlait de cette semaine cruciale, avec notamment le passage devant la DNCG. Puis une bonne nouvelle pour Jean-Marc Ettori qui va devoir défendre le club. Eh bien, c'est qu'un joueur a été vendu. Oui, c'est la bonne surprise de ce week-end. Saïf Kawi a signé hier un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Surprise parce qu'on savait ce joueur très prometteur, mais de la signer avec l'OM, c'était pas certain. Il n'a effectué qu'une seule saison complète en Ligue 2, 27 matchs cette saison, dont 17 en tant que titulaire. C'est même pas une saison complète. 3 buts marqués et 4 passes décisives à seulement 21 ans. C'est un pas de géant qui est en train d'essayer Kawi. Surtout qu'à Marseille, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Donc le pari est osé mais risqué. Toujours est-il que le transfert fait les affaires de Tours qui récupère 1 million dans l'histoire. Belle somme. Tennis avec les internationaux de Blois. La finale a eu lieu hier. Et oui, un tournoi longtemps perturbé par la météo. C'était pas le cas de la finale avec du beau temps. C'était la 15e édition. Et c'est un Argentin qui s'est imposé, Carlos Berlocq, désormais 101e mondial au classement ATP. Il a battu le Belge Steve Darcis 6-2, 6-0 en un peu plus d'une heure de jeu. Une finale express. C'était le grand favori, il n'a pas tremblé. C'est également lui qui était venu à bout du dernier Français en lice en demi-finale, Grégoire Barrère. À noter que c'est un duo allemand qui a remporté le tournoi en double. On vous retrouve ce soir dans le Stadium. Quel est le programme ? Alors, on reçoit Thomas Lhomme, le président des Reparts. On parlera évidemment de la patinoire et de cette affaire. Mais surtout, dans le Stadium, on vous propose un reportage exceptionnel sur Frédéric Sausset. Le Blésois a réussi l'exploit de participer aux 24 heures du Mans en étant amputé des 4 membres. Un projet de 4 ans qui a pris forme ce week-end et un événement qui va sans doute le faire rentrer dans la légende. Il a finalement terminé à la 39e place et il pense déjà à son prochain projet. Je vous propose de l'écouter. Il y a beaucoup de choses qui se sont tramées depuis le début de cette aventure et puis pour moi de toute façon il est nécessaire de continuer à avoir des défis parce que je suis à la base un homme de défis donc voilà je pourrais pas vous en dire plus parce qu'il y a pour l'instant 3-4 pistes qui sont très sérieuses. Tout ce que je peux dire c'est que le milieu du sport automobile est un milieu dans lequel je me sens très bien et dans lequel j'oublie presque mon handicap, donc ce sera toujours autour du sport automobile. À voir à quelle heure, Bastien ? 19h15 et 20h15. Eh bien, sur tout ce reportage-là, vraiment touchant et un vrai exploit de la part de Frédéric. Et donc, comme vous l'avez dit, rendez-vous juste après le journal ou sinon rediffusion à 20h15. Merci beaucoup, Bastien Mathieu. On va revenir maintenant sur l'actualité du week-end avec la Gay Pride qui a réuni samedi 1500 à 2200 personnes dans les rues de Tours avec une sécurité renforcée, une cinquantaine d'agents de sécurité privés en plus des forces de l'ordre et puis une Gay Pride marquée cette année par l'hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando. 49 roses pour les 49 victimes décédées à Orlando. Hommage, minute de silence. L'ambiance était au recueillement pour cette Gay Pride Tourangelle version 2016.
Martinez, 25 ans. Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 ans. J'étais engagée depuis une année au centre LGBT, du coup pour moi c'était encore plus important aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Orlando d'être présente aujourd'hui. Ouais. Une atteinte à notre personnalité parce que on est né comme ça et c'est pas nous qui choisissons. Je ne me sens pas à l'aise avec mon homosexualité à 28 ans. Tout simplement, parce que j'ai peur de la haine. Ça nous rappelle aussi que c'est un combat pour l'acceptation de soi et l'acceptation des autres aussi dans toute la société, quoi. Les logiques de repli sur soi, de rejet de l'autre produisent des violences. Une population très touchée et une classe politique mobilisée de la gauche à la droite modérée, sans oublier les syndicats. Tous voulaient apporter leur soutien à une communauté endeuillée. On cherche à attaquer notre modèle, et notre modèle c'est celui de la différence. C'est celui où tout le monde, dans sa différence, peut être uni. Et nous, élus, il faut qu'on soit garant de ces différences. Il faut qu'on soit garant que tout le monde soit respecté dans sa vie, dans son intimité. De cette Gay Pride 2016, on retiendra également cette image, celle de deux élus hétéros s'embrassant sur la bouche, le socialiste Jean-Patrick Gille et le centriste Christophe Boucher. En 2016, le combat continue pour la communauté LGBT. Au cœur des revendications, les personnes transgenres et intersexes. Les lois ne sont pas encore à la hauteur de leur demande. Donc nous allons continuer notre combat. Ce n'est pas des personnes malades. Donc il faut qu'on arrête de médicaliser, il faut qu'on permette de changer librement l'état civil. Et c'est ça la chose la plus importante à l'heure actuelle. C'est un sujet dont on parlait peu et qui a émergé au niveau politique et même au niveau de l'enceinte législative. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà une avancée. Et puis je pense qu'au fil des ans, la question va être réglée. Un amendement voté en mai met fin à la nécessité d'apporter la preuve médicale d'une opération pour changer d'état civil. Mais les transgenres doivent désormais prouver devant le juge leur appartenance sincère au sexe opposé. La Touraine a désormais son atlas. L'auteur est un géographe installé à Tours, Roger Brunet. Nous le recevons dans un instant. Avec lui, nous allons parler notamment de Tours Métropole.